bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Gwenaëlle Sébillot, secrétaire générale du Groupement national de coopération handicap rare. Là, du coup, j'ai été invitée ce matin avec mes collègues qui se présenteront aussi tout à l'heure, Claire Davalo, directrice du Centre national de ressources, Robert Laplane, et puis, du coup, Julien Robert, directeur, lui, du Centre national de la Pépinière. Et avant même de commencer, est-ce que ça vous évoque vraiment concrètement quelque chose, le dispositif intégré handicap rare? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui sont au fait sur ça? Levez haut. Ouais, non, mais vous comptez pas trop. Alors du coup, là, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement sur une vidéo très courte que nous avons réalisée du coup très récemment avec l'ensemble du réseau, qui vient justement présenter ce qu'on entend derrière ce fonctionnement en dispositif intégré handicap rare. Donc voilà, Marjorie va lancer cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage de 4 minutes. Lorsqu'une personne cumule plusieurs déficiences graves, elle se trouve en situation de handicap rare. C'est le cas de Max qui est à la fois aveugle et autiste non-verbal, ou de Lise qui a une épilepsie sévère, des troubles complexes du langage et une déficience intellectuelle. Il existe des spécialistes pour chaque type de handicap, mais la situation est plus complexe à gérer lorsqu'on les cumule. En effet, les professionnels et les lieux d'accueil proposant les techniques complexes nécessaires sont rares. Il ne s'agit pas simplement d'additionner ces interventions professionnelles, mais de les articuler, les coordonner, les ajuster pour construire des solutions sur mesure prenant en compte la personne dans sa globalité. Le dispositif intégré handicap rare, DIHR, est prévu pour répondre à cet enjeu. Il s'agit d'un réseau pensé pour permettre à toute personne concernée par le handicap rare de disposer d'informations ou d'une réponse au moment où la personne en a besoin et par le professionnel adéquat. Il est piloté par les pouvoirs publics, DGCS et CNSA. Le dispositif est structuré autour de 3 acteurs principaux. Les équipes relais handicap rare, ERHR, sont des dispositifs d'information, de conseil, d'orientation et de coordination répartis sur tout le territoire français. Elles permettent de mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap rare en proposant des solutions proches de leur lieu de vie et en collaboration avec les acteurs de proximité. Elles peuvent par exemple identifier et mobiliser les ressources disponibles en région, sensibiliser les professionnels et l'entourage, ou encore soutenir le changement des pratiques. Intervenant sur l'ensemble du territoire, les Centres nationaux de ressources handicap rares, CNRHR, ont quant à eux un rôle d'innovation, de production et de diffusion de connaissances, de recherche et de formation. Ils sont aussi amenés à accompagner des situations individuelles nécessitant un haut niveau d'expertise. Ils peuvent évaluer une situation et apporter un appui à la co-construction de projets d'accompagnement individuel des personnes. Chacun des 4 centres a son expertise. Le CRESAM pour la surdicécité, Robert Laplane pour les surdités et les troubles associés, troubles complexes du langage, la Pépinière pour la déficience visuelle et les troubles associés, Phare pour l'épilepsie sévère. Enfin, le Groupement national de coopération handicap rare, GNCHR, anime le réseau des acteurs du handicap rare et fédère l'ensemble des actions menées par ces derniers. Il a aussi pour mission d'augmenter les connaissances en mettant à disposition de l'information à destination des personnes en situation de handicap rare, des professionnels et des familles. Il est composé des ERHR, des CNRHR, d'associations de personnes handicapées, de familles et d'associations gestionnaires. Une multitude d'acteurs et de partenaires sont également intégrés au dispositif. Les établissements et services médico-sociaux, ESMS, les associations de famille, les agences régionales de santé, ARS, les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, les acteurs de santé, l'éducation nationale. Toute personne se sentant concernée par le handicap rare peut solliciter ces 3 acteurs en fonction de ses besoins. Leurs services sont accessibles sans notification MDPH et sont entièrement financés par l'État. Alors contactez-nous. Non, mais donc du coup, c'est un outil très, très concis, du coup,
racontant ce fonctionnement en dispositif intégré. Néanmoins, quand même, pour vous dire, avant d'aboutir à ça et de travailler sur un message aussi simple pour pouvoir le diffuser assez facilement, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps à l'origine. Je ne vais pas revenir sur l'histoire trop longuement parce que c'est pas le propos. Mais si vous voulez, au départ, c'est vraiment des familles, des personnes où elles n'avaient pas de solution, puisque à chaque fois, des portes étaient fermées, puisque une déficience ou un trouble particulier faisait qu'on n'arrivait pas à accueillir ces personnes en situation de handicap rare, c'est-à-dire dans des situations de handicap particulièrement complexes. Ce qu'il faut voir dans le champ du handicap rare, c'est vraiment une mobilisation d'assaut de familles aussi et de parents venant alerter les pouvoirs publics il y a plus de 20 ans sur du coup ces difficultés, que ce soit sur la surdicécité ou déficience auditive et troubles associés, etc. etc. Donc, du coup, l'origine, c'est vraiment une sorte de combat de la part des familles aussi pour pouvoir alerter les pouvoirs publics sur comment réussir enfin à trouver et accompagner les besoins de personnes avec des besoins très singuliers ou particuliers. Et c'est à force de création de centres nationaux de ressources, mais aussi d'échanges, de discussions, c'est-à-dire, on y reviendra un peu, mais de coopération, du coup que les fils ont été tirés pour voir comment est-ce qu'on pouvait modéliser cette coopération. Les premiers acteurs institutionnels ont été les centres nationaux de ressources handicap rares, puis est venu le Groupement national de coopération handicap rare pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un espace de dialogue, d'échange et de co-construction sur des solutions, mais aussi un espace conceptuel, de voir comment est-ce qu'on pouvait articuler du coup des ressources, mais tant au niveau local que national, voire même international. C'est-à-dire les situations sont tellement particulières, je pense surtout à faire le lien, par exemple, puisque nous on est vraiment à la croisée de plusieurs champs, dont les maladies rares. Vous voyez, pour certaines maladies rares, les centres ou les hôpitaux experts ne sont pas forcément dans votre région. Donc du coup, il est toujours indispensable de regarder aussi ce qui se passe ailleurs et donc aussi de voir sur ces questions de temporalité, aller chercher la ressource, comment du coup ça peut se croiser, comment du coup on peut la mettre en lien. C'est un temps long et surtout aussi parfois pour les familles, c'est un temps d'implication dans ce champ-là qui est particulièrement complexe. Donc, une fois qu'on avait posé toutes ces difficultés ou ces besoins, il y a plusieurs choses qui se sont croisées. Des volontés que là je viens de vous présenter très rapidement, mais aussi une évolution du handicap, on va dire un peu, enfin, du champ du handicap un peu plus généraliste, avec, souvenez-vous, l'affaire Amélie Loquet qui a abouti du coup sur le rapport de Monsieur Pifto, pardon, ah ouais, c'est son, sur le rapport de Monsieur Pifto sur les zéros sans solution, qui disait il y a vraiment besoin un petit peu de faire évoluer la réflexion en coordonnant aussi les ressources, plutôt dans une logique de parcours, pour justement un peu plus travailler dans du maillage, dans de la dentelle, et pouvoir apporter une réponse globale du coup pour les personnes. Et finalement, le handicap rare a été plutôt aussi fer de lance dans cette réflexion-là, avec la création des équipes relais, dans un peu la suite des conclusions du rapport Pifto. Et donc, les équipes relais, avec vraiment ce rôle de pouvoir mettre en lien et articuler des ressources de proximité, évidemment, et aussi des expertises qui peuvent être du coup plus larges. Aujourd'hui, après du coup 7-8 ans de fonctionnement quand même aussi concret de coopération, le réseau accompagne à peu près 2600 personnes en situation de handicap rare au niveau national. Moi, je vous donne des chiffres au niveau national. Ce qu'on repère aussi, du coup, c'est sur les questions des troubles et des raisons, on va dire, des ruptures de parcours qui font que les équipes relais sont aussi sollicitées. On a dans 40% des situations des comportements dits défis. Voilà, donc c'est aussi des points
souvent qui sont à l'origine de ruptures de parcours. Il y a plus de 30% de personnes qui ont des troubles sévères du langage et aussi, du coup, 28% des personnes accompagnées qui ont aussi des troubles sévères autistiques. Au global, 62% des personnes accompagnées par les équipes relais ont aussi une maladie rare diagnostiquée. Donc du coup, on voit bien que c'est très poreux du coup, entre nos deux champs et donc les enjeux de coopération. Quelle est un peu notre feuille de route ou comment ça se passe sur cette coopération? On a un troisième schéma, enfin on a un schéma national pour les handicaps rares, là qui a démarré en 2021 et du coup qui doit se terminer en 2025. Ce qui est important, c'est vraiment la feuille de route issue d'une concertation entre les pouvoirs publics et les acteurs. Et donc du coup, en fait, c'est vraiment une base aussi pour coopérer, puisque au-delà des orientations qui sont du coup améliorer la qualité de vie des personnes, deuxième point du coup d'apporter plus de lisibilité et améliorer toujours le fonctionnement du dispositif intégré handicap rare. Ça, c'est un enjeu encore très fort, surtout dans les territoires aujourd'hui, avec du coup la création de nouveaux dispositifs qui sont venus du coup après les équipes relais handicap rare. Et aussi le troisième point important, c'est toujours continuer à capitaliser sur la recherche et les connaissances. Puisque du coup, il y a toujours cet esprit d'aller-retour entre le terrain et aussi la réflexion, la recherche ou autre pour à chaque fois du coup trouver le bon niveau. Ce qu'il y a aujourd'hui, les points absolument, les enjeux plutôt, du coup, pour l'après et dans les réalisations. Le premier, je dirais, c'est il y a un enjeu fort de manière générale à réaccorder les pouvoirs publics et les acteurs de terrain, les professionnels et les familles. Aujourd'hui, il y a un enjeu assez fort du coup de lisibilité de l'ensemble du coup des dispositifs, d'articulation des missions et aussi du coup de travailler sur une meilleure fluidité. Pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est vraiment de capitaliser sur les expertises des équipes relais handicap rare pour en tirer les enseignements. Puisque du coup, après 8 ans, il y a une maturité du coup dans le travail et du coup vraiment d'aller tirer des enseignements là-dessus. Deuxième point, c'est de continuer du coup à capitaliser et travailler sur des projets de recherche. Sur développer des formations croisées ou autres, mais vraiment pour améliorer du coup les pratiques. Et du coup, le troisième point, c'est d'aller jusqu'au bout de la promesse. Le fait de travailler en dispositif intégré, c'est du coup de pouvoir toujours échanger, avoir cet espace de dialogue. Et si aujourd'hui, ça a pu fonctionner et ça prend du temps, ça faut quand même aussi en avoir conscience, c'est du coup parce qu'il y a ces espaces de concertation, d'échange. Aujourd'hui, il est important aussi que ce soit animé, piloté, coordonné, puisqu'on ne trouve pas une seule solution au même endroit, mais il y a besoin de réunir du coup des acteurs. Du coup, voilà, de piloter, coordonner, de toujours capitaliser sur les innovations ou du coup les initiatives qu'il y a d'exemplaires et de pouvoir les partager. On a besoin d'échanger toujours sur des expériences qui sont réussies et de pouvoir du coup aussi les partager. Et ensuite, avec tout ça, on arrivera à bien nourrir les politiques publiques pour avoir une vision claire et coopérante du coup pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Du coup, moi je vais Julien Robert, donc le directeur du centre ressources La Pépinière. Donc moi je vais vous parler des missions des centres nationaux de ressources. Donc on est 4 en France. Moi, je vais parler plutôt de ce que je connais bien, la pépinière, mais c'est vrai qu'on va prendre les missions globales, voilà, elles sont définies dans la loi, donc globalement, vous retrouvez ces thématiques ces thématiques sur les autres centres ressources, mais je vais vous parler plutôt de la pépinière. Juste revenir un petit peu sur le public. Donc, au niveau de la pépinière, nous, on accompagne des personnes déficientes visuelles avec d'autres handicaps associés. Donc,
Gwenaëlle a déjà présenté à travers de la vidéo le public handicap rare, mais c'est juste que on aime bien ce schéma, parce que ça permet de montrer, bon là c'est pas très accessible, mais ça, justement ce qu'il ne faut pas faire en termes d'accessibilité. Mais en tout cas, vous voyez bien l'intrication entre les différents troubles. Le côté, nous, la majeure partie des personnes qu'on accompagne, elles ont un handicap cognitif, elles sont déficientes visuelles ou elles ont des troubles neurovisuels. Une bonne partie d'entre elles sont des troubles du champ des TSA. Et après, on a aussi beaucoup de personnes qui sont plutôt avec un profil qui entre dans la définition du polyhandicap. Donc, c'est vraiment un petit peu la diversité un peu de notre public. Et donc, nous, on parle de situation de handicap rare. Ce qui est bien, c'est que ça prend en compte quand même l'environnement. Et donc, on vient qualifier aussi la situation de handicap rare. C'est-à-dire que ça fait le lien aussi avec la journée et ce qu'on parle, les ressources disponibles, parce que du coup, l'idée, c'est de voir aussi comment les acteurs arrivent à répondre à ces différentes situations de handicap, parce que nous, il y a des territoires où il y a plus ou moins de ressources qui sont disponibles, et donc nos missions, elles sont différentes d'un territoire à l'autre, et parfois des situations qui peuvent paraître compliquées sur le papier, en fait, elles sont quand même plutôt bien soutenues, parce que les acteurs ont les compétences, se sont mobilisés, coopèrent. Et il y a d'autres territoires où c'est plus compliqué, où les ressources sont moins disponibles, ce qui est aussi lié à l'histoire de chaque territoire. Donc si on reprend les missions, on intervient auprès de situations individuelles, on travaille étroitement avec chaque équipe relais sur l'ensemble du territoire, donc on a des temps d'échange avec l'équipe de Valentine, et on a la chance de partager quand même le même système d'information, ce qui est quand même facilitant. Ça veut dire que bien sûr, on demande l'accord des personnes, mais on peut se partager les informations aussi relatives aux situations de handicap rares et travailler ensemble assez étroitement avec le même système d'information. À partir de là, on travaille aussi avec les équipes relais. Soit on intervient nous directement, soit l'équipe relais va évaluer les besoins, nous faire un retour. En tout cas, c'est toujours intéressant parce qu'il y a vraiment des liens très étroits. Nous, si on nous demande, par exemple, de faire un bilan, derrière, il peut avoir... pour faire un bilan, c'est quoi derrière l'enjeu, quoi. Souvent, il y a des questions d'orientation, il y a des questions de répondre à des difficultés des équipes. Et donc, c'est vrai que le travail avec l'équipe relais permet aussi derrière de dire, voilà, nous, ce qu'on observe, c'est ça, les préconisations qu'on peut faire, c'est cela. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut enclencher aussi sur le territoire pour améliorer la qualité de vie de la personne concernée. Donc, par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'en général, quand on est sollicité, on accompagne à peu près 100 situations par an, donc ça peut paraître peu, hein, mais donc on est une petite équipe de 8 équivalents temps plein pour 15 personnes, et on a vraiment des profils en fait au sein de l'équipe qui sont différents. On a des instructeurs en locomotion ou en autonomie de formation, des éducateurs spécialisés, des paramédicaux, et des gens qui ont pas mal d'expérience dans le champ du handicap rare, et qui sont tournés vers d'autres champs, la gestion de projet, la formation. Donc c'est vraiment des couteaux suisses qui interviennent, ce qui nous permet de mobiliser aussi différentes compétences selon les situations pour lesquelles on est interpellé. Là, c'est par rapport à ce qu'on fait, nous c'est beaucoup d'évaluation fonctionnelle, et puis après on a beaucoup de valises, de petits outils, de choses qu'on a pu travailler au niveau du centre, et selon les situations sur lesquelles on est sollicité, on va aller utiliser des outils qu'on a pu travailler, soit qui existent déjà, soit sur lesquels on a pu travailler dans la durée. Donc par exemple, nous c'est vrai que la question visuelle, ça peut être une porte d'entrée. Souvent, finalement, on pense à ça au niveau du centre de ressources, mais finalement la vision, parfois, elle passe un second plan par rapport à l'intrication avec, par exemple, les TSA que j'évoquais tout à l'heure, aussi les troubles neurovisuels. Donc on va vraiment en tout cas voir quelle est la vision fonctionnelle aussi des personnes, pas seulement sur le papier, mais comment elles l'utilisent au quotidien dans leur environnement, comment on peut adapter l'environnement le mieux possible. Et souvent, il y a la question aussi de, par exemple, je suis un établissement spécialisé dans les TSA, comment je peux adapter les outils que j'utilise qui, pour certains, sont visuels, par exemple, à des personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, ça fait partie des questionnements qui reviennent souvent. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise régulièrement. Ensuite, on a des outils plus spécifiques sur lesquels on a pu travailler, comme le TITSA, qui est une adaptation du PEP-R et qui permet de voir les compétences émergentes, un peu de donner des indications et de faire la part des choses un petit peu, enfin d'essayer de le faire, hein, parce que c'est vrai, dans le handicap rare, il faut quand même avoir beaucoup d'humilité dans notre approche, mais en tout cas d'essayer de faire la part des choses entre les TSA et l'intrication avec la déficience visuelle.
ce que je disais aussi tout à l'heure, on intervient aussi beaucoup dans le champ du polyhandicap. Il faut savoir que les dernières études tendraient à prouver que 100% des personnes polyhandicapées ont des troubles neurovisuels. Donc nous aussi, on travaille aussi beaucoup sur ces sujets là depuis des années, parce qu'il y a des gros enjeux aussi de prévention. Il y a plein de personnes pour qui finalement les troubles visuels passent un peu au second plan par rapport au reste. Voilà, donc après je vous fais pas je vais aller au plus vite, hein, mais on a aussi quand même l'adaptation des grilles d'évaluation des capacités cognitives. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de psychologues aussi qui sont, mais pas que les psychologues, hein, mais des personnes qui sont en difficulté sur comment évaluer cognitivement une personne, les outils, est-ce qu'on dispose d'outils normés, en l'occurrence non dans le champ de la déficience visuelle, mais comment on peut essayer d'avoir des indications sur ces sujets. Donc ça fait partie des sollicitations qu'on peut beaucoup avoir, et donc notre neuropsychologue, elle est pas mal investie aussi sur ce sujet. Et puis généralement après, quand on intervient, ben voilà, on a un certain nombre de domaines qu'on va venir évaluer et qu'on va venir étudier pour essayer d'apporter des pistes de travail concrètes aux équipes. Et donc après, ça donne lieu à un compte rendu très illustré, facile d'accès, qui est le même pour la famille, qui est le même pour les professionnels, où l'idée c'est de donner des clés pour améliorer la situation de la personne. Il faut savoir que souvent, quand on nous sollicite, on est à des moments, bon, c'est rarement quand ça va bien, il faut le dire aussi. Donc souvent, ça peut être, on a évoqué ce matin les comportements des filles, donc ça peut être souvent dans cette situation-là. Ou après, des questions aussi importantes d'orientation à des âges un peu clés, à l'entrée du CP ou au moment du passage au secteur adulte. Enfin, voilà, il y a souvent des âges clés aussi où on est sollicité. Ou vraiment dans les avant 6 ans aussi, dans les premiers enjeux autour de la prévention. Donc on intervient aussi beaucoup sur ces publics-là. Et puis après, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'avoir une approche positive des capacités de la personne. On l'a un petit peu abordé également. Dans le champ du handicap rare, nous, sur notre profil, si on commence à faire la liste de tout ce qui ne va pas, bon, on n'a pas fini. Donc nous, on est plutôt là à essayer de voir quelles sont les compétences émergentes, sur quoi on peut se baser sur les capacités de la personne, sur quelle thématique on peut travailler, qu'est-ce qui pourrait l'aider, pour essayer de donner des outils aux équipes, même si on n'a pas de baguette magique, hein, vous le comprendrez bien. Et après, là, c'est d'autres outils qu'on peut utiliser. Voilà, je vous disais tout à l'heure, nos valises, et puis suivant le parcours des professionnels aussi, ils maîtrisent plus ou moins des outils existants. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ces outils. Après, ça, c'est une partie des missions du centre, hein. C'est vrai que depuis l'arrivée aussi des équipes relais, on nous attend quand même dans les différents schémas handicap rares, les centres nationaux de ressources, sur les autres missions, c'est-à-dire l'animation de réseau, de communautés de pratique, sur lequel je ne vais pas trop revenir parce que ce sera plutôt l'objet des autres tables rondes, mais aussi sur la capitalisation des savoir-faire, sur les écrits, la recherche, l'innovation. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même une mission attendue au niveau national des centres nationaux, et donc on se doit d'essayer d'investir aussi ces sujets, de faire des partenariats si possible avec des acteurs de la recherche, et d'essayer de construire, de s'intéresser à ces sujets pour lesquels qui sont assez rares et qui intéressent pas forcément le plus grand nombre. Donc voilà, ça fait partie des missions et du plaidoyer, du militantisme aussi qu'évoquait Gwenaëlle tout à l'heure. Là, c'est par exemple des ouvrages sur lesquels qu'on a pu rédiger ces dernières années. Le programme de stimulation du regard, c'est des livrets sur les troubles neurovisuels. Donc j'en ai ramené et qui ont été co-construits au travers d'une communauté de pratique qu'on anime sur ce sujet. Donc c'est quelque chose qu'on ne travaille pas tout seul. Vraiment aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans notre posture, on ne veut pas avoir une posture de sachant en arrivant, en disant bah voilà, on va vous expliquer comment travailler avec ces personnes. En fait, on essaie d'apporter un autre regard, des outils auprès des professionnels, et en toute humilité. Et puis, bien sûr, souvent, les professionnels ont plein de ressources, les familles également aussi. Et donc, c'est vraiment un travail de co-construction. Ça, je pense que c'est important. On a un centre de documentation. Donc, là, vous avez la version physique. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que les 4 centres nationaux de ressources ont des centres de documentation. Et le catalogue est en ligne. Donc, vous pouvez aussi nous faire des demandes à distance. Il y a des choses quand même qui sont consultables où on peut s'arranger. L'idée, c'est que si vous êtes sur ce catalogue, vous pouvez voir aussi bien des exemplaires très spécialisés sur la surdicécité, sur les troubles complexes du langage, sur les différentes thématiques qui nous occupent. Et puis aussi, on a des documentalistes qui ont un savoir-faire quand même assez spécifique,
qui aident souvent des étudiants, par exemple, à faire des recherches bibliographiques. On a aussi des biblios sur nous, les sujets que j'ai pu évoquer, par exemple sur les TSADV, tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est des ressources quand même auxquelles on ne pense pas forcément. Ensuite, on a tout un volet formation, donc je ne peux pas vous faire la version longue. En tout cas, globalement, en fait, on retrouve les liens qu'on a et les différents publics que j'ai cités tout à l'heure. Nous, l'idée maintenant, c'est d'avoir une approche vraiment modulable de la formation, de pouvoir s'adapter au plus près des besoins des personnes, des professionnels, de ne pas forcément arriver avec 4 jours de formation, mais plutôt d'aller au plus près des besoins et d'avoir aussi une offre qui puisse se faire à distance. Donc, au sein de notre association, le GAPAS, et qui gère aussi le centre ressources Robert Laplane, on est en train de mettre en place une plateforme e-learning aussi qui permettra de diffuser le plus largement possible aussi une partie de nos contenus, peut-être les contenus qui sont un peu plus théoriques et descendants, qui se prêtent bien à l'e-learning, et sur lesquels ce sera une offre qui sera diffusable très largement et qui facilitera aussi le fait que nous, on a un nombre de jours de formation qu'on peut dispenser par an qui n'est pas illimité. Et puis après, l'innovation, la recherche, donc voilà, ça fait partie des sujets aussi qu'on travaille. Je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai cité déjà les outils sur lesquels on a travaillé. Je vais prendre la suite. Donc, Claire Davalo, directrice du Centre de ressources Robert Laplane. J'ai fait le choix de centrer sur une de nos missions qui est développer les ressources. Centre de ressources, on existe depuis 25 ans, un quart de siècle. Et du coup, l'idée, c'était peut-être de retracer un petit peu comment on était arrivé, comment on avait construit cette préoccupation qui nous habite depuis l'origine. C'est de comment créer de la ressource et la développer, la transmettre. L'idée, c'est de comment on a construit au cours des 25 années d'existence du centre de ressources le développement des compétences de professionnels ressources ou d'aidants, mais on va se centrer quand même sur les professionnels ressources. Donc, être ressource, on se définit comme une équipe mobile spécialisée sur l'ensemble du territoire national. Et je vais juste vous préciser, ressources pour qui? Donc, on travaille sur les surdité avec troubles associés. Donc, c'est pas toujours, je voulais préciser parce que c'est pas toujours facile. La surdité, il y a un diagnostic. Les troubles associés, il n'y a pas forcément de diagnostic et en plus, c'est invisible. Donc, on est interpellé parce qu'il y a une surdité et puis il y a des troubles du comportement. Il y a quelquefois un retrait, une inhibition. Enfin, il y a... Ou alors, les professionnels parlent de déficience intellectuelle, mais il s'agit quand même d'aller voir un petit peu plus loin. Et souvent, on a donc des troubles du neurodéveloppement, alors soit un autisme, soit un trouble du neurodéveloppement du langage, associé à la surdité. Donc on imagine bien que la surdité masque le trouble du langage. Après, on peut... les IMC. Alors, les troubles complexes du langage sont encore plus difficiles à repérer. On en parle un petit peu plus maintenant quand on parle des troubles du neurodéveloppement du langage. Mais ça reste encore très très mal repéré. Quand on parle de troubles associés, en fait, on parle d'un ensemble de troubles, et ça, ce que disait Julien, un ensemble de troubles, et il s'agit en fait de comprendre le profil de ces troubles pour adapter la réponse. Ici en haut, depuis 25 ans, on a suivi 2000 situations en France, en gros, et sur la région PACA, 50. On est un petit peu en dessous de la moyenne nationale, parce que à l'origine, on était centré sur le bassin parisien. Donc, on a été très, très bien repéré au départ en Île-de-France et au-delà. Et vous êtes loin de chez nous, je pense que j'ai fait en arrière. Alors, nos trois champs d'expertise, observer, évaluer, réaliser une évaluation globale, ce qu'on appelle diagnostic fonctionnel, ancré sur la neuropsychologie. Bien sûr, qui inclut les compétences et les motivations de la personne. Ensuite, une évaluation, elle est utile, elle doit être utile pour vraiment proposer une remédiation qui, très souvent, tourne dans notre situation autour de la communication, parce qu'on a des personnes très, très entravées dans la communication. Donc, on accompagne la mise en place de démarches de communication alternative et augmentée.
Et le troisième volet, c'est apprendre autrement, c'est construire des remédiations spécifiques pour aider à la scolarisation. Alors j'ai voulu faire un petit schéma, puisqu'en fait, mon idée c'était de vous montrer l'évolution, comment on a évolué dans nos interventions. Où sont les sourds aujourd'hui, les sourds avec troubles associés? Alors, j'ai mis une petite à droite. On a la surdité, c'est un continuum. La surdité avec troubles associés, c'est un continuum. Donc, on a les sourds lambda, sourds plus, sourds avec un trouble associé, sourds dyslexiques, sourds avec trouble vestibulaire, c'est toujours très associé. Et après, on sourds plus. Là, on est dans le handicap rare. On a plusieurs troubles, ou alors on a l'autisme, par exemple, il n'y a qu'un trouble, mais là, il est quand même assez massif. Donc, on a un continuum. Et la deuxième colonne, là, c'était il y a quelques années, enfin, les 10 premières années du centre de ressources, où étaient ces sourds? Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Donc, au début, les sourds et sourds plus, ils étaient principalement en établissement spécialisé. Aujourd'hui, ils sont principalement excusez-moi, à l'école avec un appui ressources. Donc, en fait, il y a des compétences que les établissements médico-sociaux ont déjà développé depuis 10-15 ans, une compétence d'appui ressources pour accompagner ces sourds en milieu ordinaire. Les sourds avec troubles associés, enfin les sourds handicap rares, eux, ils étaient au départ dans les établissements de sourds, mais pas que, parce que quand il y avait des troubles du comportement, ben non, madame, on s'occupe des sourds, nous pas des sourds avec troubles du comportement. Donc ils étaient dans d'autres SMS un peu partout. Donc aujourd'hui, ces sourds-là, ils sont dans les ESS surdité. On voit bien que donc ils sont dans les ESS surdité. Alors il y a des et ils sont regroupés, ils ont besoin d'un accompagnement en groupe. Alors quelquefois ils sont regroupés, quelquefois ils sont tout seuls, mais on les retrouve dans les ESMS surdité et on les retrouve aussi dans d'autres SMS, dans des IME qui sont quelquefois avec un appui ressources de l'ESMS surdité. Et quelquefois aussi à l'école, dans des petites classes spécialisées. Lorsque juste, là où je voulais en venir, j'espère que tout le monde me suit, c'était de dire qu'aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, nos interventions étaient dans les établissements spécialisés. Mais pour ces enfants, avec quelques enfants avec un handicap rare. Les professionnels étaient dans les établissements spécialisés qu'on formait. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans les établissements spécialisés. Ils sont en appui ressources. Par contre, il y en a encore qui sont dans les établissements spécialisés, mais ils n'ont plus les mêmes élèves en face. C'est des élèves avec troubles associés graves. Troubles associés, oui. Et donc, c'est ces professionnels-là qu'on doit accompagner parce qu'il y a eu un changement quand même. Ouais. Alors, juste, comment on a mis en place donc, Julien parlait des situations individuelles. Donc, au départ, on a mis en place, on était interpellé par un établissement pour intervenir pour un enfant sourd avec troubles associés qui bloquait, qui empêchait tout le monde d'avancer parce que personne n'arrivait à faire quoi que ce soit avec lui. Donc, on intervenait autour d'une situation ou de plusieurs situations sur une journée et on accompagnait toute l'équipe pluridisciplinaire. Et ensuite, comme en fait, dans nos remédiations, c'est la mise en place d'une démarche de communication adaptée. C'était difficile de juste laisser une fiche de consigne, de prescription, de bonnes pratiques pour que la réalité se mette en place. Et on a accompagné en fait ces professionnels avec des formations. Enfin, c'est sûr qu'au départ, on ne pensait pas que c'était des formations. On a accompagné en situation. On voyait là l'orthophoniste du centre La Plane. Elle se met en situation avec les enfants et elle montre en fait aux professionnels qui sont là dans des établissements comment elle entre en communication avec l'enfant. Et ensuite, il y a des temps de débrief en équipe avec toute l'équipe.
Et on fait des allers-retours comme ça. Après, ce n'est plus le professionnel de la plane qui est en situation, mais c'est les professionnels des établissements. Donc, en fait, on a mis en place des formations expérientielles qui étaient vraiment efficaces qui sont vraiment efficaces. On continue encore aujourd'hui, qui sont vraiment efficaces. Non, il fallait que je revienne en arrière, en fait. Voilà. Donc, dans notre construction, on a commencé par les situations individuelles. On a mis en place des formations qu'on dit expérientielles. Et ensuite, on s'est dit, il faut aller plus loin et former des personnes ressources. Et c'est là qu'on a mis en place des groupes de travail internes. Avec, au départ, c'était par exemple un groupe de médecins, un groupe de psychologues, et il y a un groupe de psychomotes qui existe encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est des COP, mais c'est le sujet de tout à l'heure. Voilà. Et ce qu'on a vu aussi au cours du temps, c'est que c'était vraiment important de mobiliser le cadre de proximité, puisque c'est lui, en fait, qui va être l'acteur principal, puisque c'est lui qui va mettre en place, avec son équipe, nous aider à mettre tout ce dispositif en place, qui va co-animer ce dispositif. Et on est aussi en lien avec la direction dès le départ, pour que tout le monde parte dans la même direction. Voilà. Juste, du coup, on était autour de 100 situations individuelles annuelles et on avait 80 partenariats. Aujourd'hui, avec l'arrivée des équipes relais il y a 8 ans, on voit que ce schéma-là n'est plus le schéma régulier et on construit des briques différentes qu'on va aménager, on va davantage mutualiser au niveau d'une région, par exemple. Donc là, on a moins les moyens d'être auprès de l'équipe et on va essayer de diffuser plus largement. Donc, on construit des parcours de formation hybrides multimodales, donc avec une brique d'apport théorique, une brique formation expérientielle qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la FEST. Donc on est en train de formaliser nos formations expérientielles en démarche d'AFEST. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des actions de formation en situation de travail. Ensuite, on garde aussi comme brique étude d'une situation, parce que c'est aussi très très intéressant de travailler la coopération dans l'équipe autour d'une situation complexe. Comité de pratique, accompagnement d'un cadre de direction, et puis des ressources, tout un ensemble de ressources qu'on a élaborées au centre de ressources depuis 25 ans, notamment des livrets sur une démarche de CA qu'on appelle une démarche d'accès au langage. Il y a 4 livrets qui sont autant sur l'approche de la posture que sur les outils proposés, qui sont des dessins situationnels, pictogrammes, inspirés de la langue des signes. Donc on est sur une démarche qui a été pensée vraiment spécifiquement pour notre public et qui a été développée au fil du temps. Des grilles et des grilles d'observation, un outil de mesure de l'impact et un référentiel de compétences. Tous ces outils ont été construits aussi lors de projets européens, puisqu'on est allé chercher aussi une coopération et pour de la construction avec des partenaires européens. Le projet de Chai, qui est porté par l'IRSAM, qui a été porté par l'IRSAM, et donc on a travaillé avec nos collègues de l'IRS de Provence. Le projet de Média Plus, là où c'est nous qui avons porté le projet, et on a réalisé les 2 premières étapes, c'est-à-dire études de situation et formation expérientielle dans des pays en Espagne, en Suède et en Roumanie. Et on a construit les outils à partir de cette expérimentation. Et ensuite, un projet de recherche où on a une thésarde est en train de finaliser donc un référentiel de compétences d'une personne qui met en place une démarche d'accès au langage. Et donc elle a aussi interviewé des professionnels de toute la France et notamment de l'IRS de Provence aussi. Voilà.
Je pense que je vais m'arrêter là. Juste sur toutes les publications. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Bonjour, Pierre Gall, directeur Urapeda Sud. J'avais une petite question suite aux résultats de l'enquête. On parlait beaucoup d'autodétermination. Comment le savoir expérientiel des personnes en situation de handicap rare est récupéré aussi par tout ce collectif-là pour en faire aussi des axes d'accompagnement de nos équipes, etc., etc. Les savoirs expérientiels, si on parle de sourds, on a d'ailleurs, les comptines en langue des signes ont été créés par un groupe de professionnels sourds. Il est à disposition, je pense, normalement. Donc voilà, il y a les savoirs expérientiels des personnes en situation. On est là aussi pour accompagner leur formalisation. Il faut dire quand même que pour les sourds avec troubles associés qui sont en grande difficulté dans le langage, on n'a pas encore réellement réussi. Sur le projet Média Plus, on a fait des vidéos, mais voilà, c'est pas encore. Par contre, on a le livret Parole de famille, et donc là, c'est l'expression des familles qui ont mis en place ces démarches d'accès au langage. Il y a des réactions en tout cas, donc n'hésitez pas à les exprimer. Le but, c'est de partager ces choses-là. Moi, j'ai juste une question très simple, parce que je suis étonné qu'elle ne soit pas, même s'il y a plein de choses qui ont été évoquées, qu'on comprend des choses en filigrane. On parle beaucoup de complexité, hein. Je pense qu'on s'y confronte là et c'est tout l'intérêt des échanges. Donc allons-y, on est tous bien conscients que tout ça n'est pas si simple et sur des questions assez basiques. On a parlé de dispositifs intégrés. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette notion-là. Quand on parle de dispositifs intégrés, ça veut dire quoi intégrer? Même si c'était en ligne de fond de tout ce qui a été évoqué. Et puis je suis un établissement, j'ai une situation, est-ce que je sollicite directement un centre national? Lequel? Est-ce que je m'autorise à le faire? Je ne peux pas croire que tout le monde soit vraiment au clair avec cette question-là. Donc, il faut pouvoir l'évoquer. Est-ce que je passe automatiquement par l'équipe relais? Est-ce que... voilà, je pense que ces deux points sont assez liés et qu'on peut les évoquer. Alors après, ce n'est pas une question piège à qui se lance. Là, le schéma, il vient bien répondre en miroir sur le fait que les situations de handicap rare sont complexes et donc la réponse à apporter n'est pas à la fin forcément complexe, mais il y a besoin de réunir un certain nombre d'acteurs. Ça, faut être absolument au clair. Et donc, pourquoi c'est une intégration? Puisque du coup, c'est autour de la personne, on intègre les partenaires, les ressources, les réponses pour pouvoir y répondre. Donc, c'est bien aux acteurs du coup de s'intégrer autour de la personne. Pour la réponse de manière très concrète, c'est des choses qui ne sont pas forcément éludées avec les difficultés qu'on a aussi peut-être dans le médico-social, c'est que du coup on apprend en marchant et les politiques du médico-social sont décentralisées. Donc du coup il y a des choses qui ne vont pas exactement fonctionner de la même manière suivant les régions. Pourquoi? On l'a déjà dit, il y a aussi une offre qui n'est pas forcément la même, il y a des besoins qui ne sont pas tout à fait forcément les mêmes. Aujourd'hui, on peut peut-être certainement, en tout cas, faire des recommandations sans que ce soit absolument imposé. Si moi, aujourd'hui, je vous dis, vous faites comme ça, vous allez dire, bah non, et je ne vois pas pourquoi elle, qui vient de Paris, elle nous dit de faire ça. En revanche, les recommandations, on le voit bien, c'est que oui, les équipes relais sont des portes d'entrée. Et donc, vous, en tant que professionnel de SMS, si vous avez une interrogation ou autre, évidemment que l'équipe relais est la porte d'entrée. L'équipe relais pourra après très vite vous orienter. Soit, effectivement, ça va être un lien avec le Centre national de ressources, mais évidemment, on l'a bien dit, avec des points d'éclairage suivant les situations ou autres. Mais les équipes relais ont bien cette capacité, grâce à leur bonne connaissance du territoire, à pouvoir orienter vers les bonnes ressources en proximité ou alors après aller chercher d'autres sources. Donc oui, évidemment, c'est bien le but. Pourquoi je dis ça? C'est justement pour rebondir sur la question du monsieur sur le savoir expérientiel. C'est indispensable. Nous, aujourd'hui, au niveau du réseau, évidemment que la parole des familles ou la participation des familles, elle est systématique à toutes les étapes du projet. Et d'ailleurs, vous voyez, nous, dans la composition au niveau du GNCHR, il y a une vingtaine de porteurs d'organismes gestionnaires qui portent les équipes relais ou CNR, et de l'autre côté, c'est une vingtaine d'associations nationales de familles
ou de personnes en situation de handicap qui composent nos instances. Et je peux vous dire qu'au niveau de la couleur ou des prises de décision, eh bien, évidemment, c'est différent puisqu'on s'appuie sur ce savoir-là dans tous nos projets. Et donc, on a réalisé quelque chose, donc, ce qui est une enquête nationale sur le recueil de la satisfaction des personnes qui sont accompagnées par des équipes relais ou des CNR. Et donc, ce qui a été, par exemple, ressorti de ce point-là, c'est on est confronté souvent à des errances de diagnostic, à des difficultés pour faire comprendre les conséquences du handicap sur nos vies quotidiennes. On est confronté à des difficultés pour pouvoir obtenir des droits et donc réussir à être accompagné. Aujourd'hui, lorsque on est tombé sur des équipes relais, on est tombé, c'est pas le bon terme, pardon, mais du coup, ça a été facilitant, puisque tout de suite, ces professionnels ont compris les situations complexes dans lesquelles on était. Et donc, du coup, ils ont pu aussi, à chaque fois, nous aiguiller, au-delà de nous informer, pour améliorer, du coup, l'accompagnement ou trouver, en tout cas, des débuts de solutions pour ce pourquoi ils étaient venus et ils ont interpellé les équipes relais. Donc, la recommandation, j'ai envie de dire, oui, évidemment, l'équipe relais en région est la première porte d'entrée. Je voudrais rebondir sur la question de Jérôme. Qu'est-ce que veut dire intégration? C'est très bien de poser la question, même si elle paraît naïve, parce qu'on utilise tous des termes sans trop, finalement, avec des définitions, sans trop savoir ce qu'ils veulent dire. Je voulais vous redonner une petite définition, mais alors tirée des Mayas. Après tout, les fameuses Mayas, elles ont eu aussi, elles ont développé une expertise en ce qu'est l'intégration, le fameux I de la Maya. Donc on avait dit de manière assez simple, et ça rejoint tout ce que vous dites, la Maya. Donc l'intégration, c'est une concertation, prise de décision, hein, concertation donc à la fois stratégique, et là on a un niveau de réunir des acteurs institutionnels, décisionnaires, hein, sur un certain nombre de décisions à prendre. C'est une concertation qui a un niveau tactique, hein, plus les professionnels qui font, hein, je veux dire pour faire simple. C'est un guichet unique. Bon. Et c'est la gestion de cas qui revient à tout ce que vous nous avez dit sur l'accompagnement, la formation, la capitalisation, etc., etc. Voilà, merci. Du coup, je ne sais pas si je vais répondre exactement à l'intégration, mais c'était aussi pour rebondir tout à l'heure à ce qu'il disait, c'est que, en fait, vous pouvez solliciter les équipes relais. Après, il y a aussi parfois, on peut être directement sollicité au niveau des centres nationaux de ressources, mais c'est pas tellement ça que je voulais dire, c'est que la réponse situation individuelle, c'est pas l'unique réponse non plus. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le fait de travailler avec les équipes relais, nous, même si c'est nous qui intervenons en direct, ça nous permet quand même de travailler sur une stratégie de territoire et de se dire, tiens, là, ça fait plusieurs fois qu'on est sollicité sur ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une action collective à travailler ou une formation dans la durée, voire même un accompagnement d'un ou plusieurs établissements vers l'évolution de leur projet de service pour qu'ils s'ouvrent, par exemple, à d'autres handicaps associés ou qu'ils s'ouvrent aussi au champ de la déficience visuelle. Donc je pense que même si l'équipe relais n'intervient pas en direct, soit on intervient directement, nous, centre ressources, soit on intervient à deux. Mais en tout cas, ce travail d'aller-retour, je pense, de concertation, il est important si on veut travailler dans la durée et pas juste répondre aussi au coup par coup on arrive un peu en sauveur sur une situation, quoi. C'est comment si on a une stratégie dans la durée. Donc, je suis Émeric Audio, je suis directeur du Centre national phare donc sur l'épilepsie sévère. Juste pour dire que dans la notion d'intégration, il y a deux concepts qu'on a peu évoqués, qui sont ceux de subsidiarité et de co-responsabilité. Le principe de l'intégration, c'est que finalement, évidemment, la porte d'entrée principale, c'est l'équipe relais, mais finalement, peu importe que vous tapiez à la porte de l'équipe relais ou d'un centre national, l'idée du dispositif, c'est que ça arrive au bon niveau. Hein, qu'en fonction de la subsidiarité, donc le niveau le mieux placé, celui qui est le plus en proximité et qui dispose de l'expertise nécessaire, est celui qui, in fine, sera mobilisé autour de la situation complexe de handicap. Ça, c'est la notion de subsidiarité. L'autre élément, c'est la co-responsabilité, à savoir que nous partageons tous, au sein du dispositif handicap rare, la co-responsabilité des situations qui nous sont confiées, pour lesquelles nous sommes saisis, et nous travaillons de concert, en pleine concertation entre acteurs, donc équipe relais, centres nationaux, mais aussi experts externes d'établissements spécialisés sur lesquels on peut s'appuyer
pour apporter la réponse. Indiquer le fait que aujourd'hui, évidemment, on va parler de concepts, on va aussi parler forcément de politiques publiques et comment elles sont vécues sur le terrain. Et tout ça, ça vise à donner du sens parce que c'est extrêmement complexe. Alors quand on parle d'intégration ou encore mieux de guichet unique, voilà, ça donne un cadre de référence qui est le nôtre, mais qui est aussi celui d'autres dispositifs. Et ce dont on parle comme méthode de travail, évidemment, ça ne nous appartient pas. Donc c'est aussi à nous de faire les ponts. Et je trouve ça assez intéressant de se dire, finalement, dans la première heure de cette journée, que finalement, comment ça se passe concrètement, comment on peut solliciter, qui sollicite qui. C'est vrai que ce sont finalement les premières questions qu'on se pose, y compris quand on passe le premier coup de téléphone, quoi. Et ça montre bien que c'est une question extrêmement importante, il faut savoir comment ça se passe, etc. Mais que parfois ça peut être aussi limitant et que notre travail à nous, c'est de faire que ça circule et que... oui, effectivement, tout le monde peut solliciter les équipes relais, tout le monde peut solliciter les CNR, et on a besoin de cultiver cette approche-là aussi parce qu'on a parlé, notamment dans le film, de coordination. On sait aujourd'hui que l'univers de la coordination, il est vaste. Les pratiques, elles le sont aussi, mais qu'avec toutes nos spécificités, on peut créer de l'homogénéité et du sens parce que c'est vrai, les politiques publiques sont... pas forcément accessibles dans toute leur subtilité par le commun des mortels dont nous sommes tous. Je suis Muller, directeur de l'Institut des Écureuils. Donc face à ce foisonnement que nous présente effectivement ma question était, j'identifie bien au niveau des situations individuelles complexes par rapport au handicap rare. Ma question était effectivement face à des situations que l'on voit peut-être se répéter. Moi, je pense surtout à des situations où se cumulent la déficience intellectuelle et la déficience motrice. Comment pouvait une équipe, ou qui pouvait être un appui pour faire évoluer l'offre de services sur un territoire par rapport à ces cumuls de handicap qu'on peut avoir dans nos établissements un peu réguliers. L'exemple que vous prenez, il est intéressant, il est important parce que déjà il y a la question des limites. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Évidemment, il y a plein d'entrées. Il y a celle de peut-être des situations que vous rencontrez sur lesquelles vous sollicitez des ressources avec une projection sur voilà, le devenir de la structure, ce qu'elle peut faire, etc. Donc, on peut aussi opter pour travailler sur la durée et collecter pas mal d'informations à la fois sur les publics mais aussi sur quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre établissement et sur lesquelles on peut apporter des regards différents. Et si je reviens au début et à votre sollicitation, effectivement, on est plutôt dans un champ de la complexité et qu'on n'est pas seul à pouvoir répondre, eh bien on va aller chercher des partenaires, peut-être qui vont pouvoir faire des étayages qui vont être autres. Et puis peut-être aussi, et ça on l'a fait avec quelques acteurs dans la salle, réfléchir ensemble aux formes que ces accompagnements peuvent prendre. Ça peut être aussi de l'appui aux interventions des services des établissements. Ça peut se jouer sur l'aspect des compétences et ça peut se jouer aussi sur le fait de porter ensemble des difficultés qui sont celles de l'établissement et les construire dans une table de partenaires pour les regarder ensemble et essayer de voir ce qu'on peut créer, mutualiser, aller chercher ailleurs. Avant, je travaillais moi dans un service pour déficience visuelle. Et en tout cas, je pense que c'est des questions qui traversent tous les établissements aussi, qui sont un peu ressources aussi sur un territoire, ou qui peut avoir des compétences identifiées. Donc peut-être là sur la question du handicap moteur et de l'intrication avec la déficience intellectuelle, ou alors sur le champ du polyhandicap. Donc je pense qu'après ça, c'est une question territoriale aussi à voir sur quels sont les établissements ou les structures qui ont un savoir-faire en proximité, et puis comment faire en sorte qu'on soit pas, mais ça c'est plus le lien avec la fonction ressources, c'est comment on fait en sorte qu'on ne soit pas juste là, on se donne un coup de main à un moment donné pour se dépanner, et dans quelque chose de un peu plus structuré, et comment on outille aussi les professionnels à être dans cette
fonction ressources, où on va aller aider les collègues, parce que c'est souvent des métiers un peu différents, donc comment on va les soutenir dans ce rôle-là autour d'un territoire, parce que je pense que surtout sur les questions de transition inclusive, transformation de l'offre, il faut bien penser à un moment donné qu'on ne pourra pas avoir des ressources expertes partout et tout le temps, donc il va falloir penser à comment on fait en sorte sur telle ou telle situation à tel endroit de trouver des solutions pour aider les personnes et les établissements. Une de nos missions en tant que centres nationaux et qui relève un dispositif intégré handicap rare, de repérer aussi les besoins, les attentes au niveau d'un territoire, voir quels sont les besoins et les dispositifs qui sont non couverts, ou quelles sont les réponses qui sont non couvertes au niveau d'un territoire. C'est aussi un peu ce rôle d'observatoire qu'on peut avoir, principalement les équipes relais qui ont des connaissances expertes et très fines au niveau de leur territoire régional, mais aussi les centres nationaux. Ça, c'est pour la question de la couverture des besoins sur un territoire. Après, il nous revient aussi, en tant qu'équipe relais et centres nationaux, d'accompagner les établissements qui nous en font la demande pour faire évoluer leurs services, l'offre de services, la capacité qu'ils ont à accompagner des publics qui peuvent évoluer. On voit à travers l'enjeu de la transformation de l'offre médico-sociale, on voit les publics aussi évoluer. Donc il y a aussi cette mission qui nous est confiée, que de vous accompagner sur le changement et vous accompagner à proposer un accompagnement toujours plus adapté.